Jusqu'à l'appel de Commercy pour la constitution d'assemblées populaires porteuses de la volonté collective, d'une assemblée des assemblées, contre toute confiscation du mouvement, pour le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple de France ne perd rien de sa détermination et reprend à son compte les exigences sociales d'égalité et de solidarité, la défense des services publics, la santé, l'éducation, les transports, la défense des territoires, autant de préoccupations vitales, incompatibles avec l'Union européenne et la politique que Macron, Philippe mettent en musique sur notre territoire lorsqu'ils ne la devancent pas. Le mouvement des Gilets jaunes est ainsi étroitement lié à la question de la souveraineté nationale. L'heure est à la restauration de la République. Les exigences du pays, les intérêts du peuple, la défense des droits sociaux, le combat pour la République sociale passe par le respect de la souveraineté nationale contre toutes les injonctions européennes qui, au compte du capital financier et des banques, demandent de tout liquider. Fort de nos différences, fort de nos expériences, sans renier en rien nos spécificités, nous décidons tous ensemble, simples citoyens, inorganisés ou militants, de faire prévaloir l'intérêt général en nous rassemblant dans un collectif national pour la souveraineté et la justice sociale, dont une des premières tâches sera de soutenir partout où nous le pourrons les efforts de représentation du peuple par le peuple et pour le peuple, les assemblées démocratiques, leur coordination, l'établissement des cahiers de doléances permettant l'établissement des revendications sociales, égalitaires et écologiques. Nous décidons de soumettre cet appel aux signatures dans toute la France pour donner corps au CNSJS, d'ouvrir un site centralisant les contributions, d'œuvrer dans la plus grande transparence et le respect absolu de la démocratie. Je propose qu'on démarre. Allez, la parole est à Claude. On reste, si vous êtes d'accord, sur la base de 5 minutes par intervenant, sauf pour ceux qui peut-être sont déjà intervenus si on voit qu'on déborde. Je suis Claude Rochet, je suis professeur des universités, émérite depuis quelques temps. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur le trend, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est ce qu'on regarde hein, quand on pense à la retraite, depuis ces 30 dernières 40 ans. Quand nous étions étudiants avec Denis, puisqu'il est dans la même situation que moi, c'est un jeune retraité, nous avions les études ont été payées par l'État, nous avions la sécurité sociale, la France dépensait 6% de son PIB dans la recherche, elle était autonome sur le plan de son armement, elle avait un rayonnement dans le monde, et nous avons perdu tout ça. Alors, cher Denis, notre génération, Jacques aussi, hein, qui a tout raté. On a absolument tout. On a tout raté. On laisse un pays en ruine. Voilà, le bilan de tout ce qui s'est fait. Et rappelez-vous, oui, parce que vous n'êtes pas tous jeunes, hein, sous De Gaulle, ça se préparait déjà. On avait Le Canuet qui parlait de la France, lanterne rouge de l'Europe. Hein. On a eu cette contre-révolution de 68 qui était un prototype des révolutions de couleur, où on a lancé les jeunes bourgeois dans la rue, tout ça parce que les garçons ne pouvaient pas monter dans les chambres des filles, une belle révolution qui n'a pas eu d'impact, même pas sur la natalité. Donc tout ça pour fiche en l'air De Gaulle, parce que De Gaulle résistait. Alors, ce que nous avons perdu, ce que nous laissons, et je dois dire que je partage totalement l'opinion d'Emmanuel Todd qui dit que ce mouvement me redonne la fierté d'être français. Moi, je suis fier d'être français. Je voyage beaucoup. Je vais souvent en Russie. Alors, en Russie, on suit énormément ce qui se passe ici, parce que les Russes sont très très proches de la France, sont très francophiles. Dans le monde arabe également. Je travaille beaucoup dans le monde arabe. Bon, tout ça est extrêmement positif. Et ce mouvement spontané, avec des bonnes questions politiques et institutionnelles, redonne confiance dans la force du peuple. Alors, comment je ne dirais pas le conduire, parce qu'il se conduit bien tout seul, mais comment en sortir? Si on regarde l'histoire des grandes insurrections populaires, il y a toujours eu deux sorties. Soit le massacre, la Commune, et avant, soit on sort par un accord, et un accord qui est forcément partiel, et les choses se restabilisent et les massacres, on peut le regretter, mais ne sont plus à la mode, sauf dans les pays qui ont besoin d'apprendre la démocratie occidentale, la Libye, j'en passe. Bon. Les compromis. Il y a un parallèle historique intéressant, c'est le mouvement contre la poll tax aux États-Unis. La poll tax est une taxe de capitation qui pesait sur chaque tête, mise en place par Mme Thatcher au nom des réformes libérales, selon laquelle tout individu, puisqu'on considère l'individu totalement atomisé, consommait autant de services publics. Il n'y avait pas de différence, donc tout le monde allait payer la même chose.
Et en plus, parallèlement, on disait cette taxe va être payée par les collectivités locales, et en même temps, on coupait les crédits des collectivités locales, c'est-à-dire que le montant de la taxe est atteint un montant insupportable. Ça a été une insurrection, si vous regardez ça dans l'histoire, c'est de la gnognotte ce qui se passe chez nous à côté de ça. Ça s'est terminé en affrontement armé entre les manifestants et Trafalgar Square, parce que la mère Thatcher était encore plus têtue que Macron, et elle était un peu plus douée que Macron. Hein. Bon, comment ça s'est passé? Elle a été virée par son propre parti. Hein. Ils ont mis un espèce de type insignifiant comme John Major. Hein. Donc, je pense que ce qui va se passer, pourquoi on vient de ressortir Nestor, Alain Juppé, de la naphtaline, c'est parce qu'on va mettre ce type et qui va prendre la place de Macron et il va faire des concessions. Alors, quelles concessions? Quelles sont les concessions critiques que je vois? Hein? Et ça, j'en viens au texte. Bon, bien évidemment, il y a l'amnistie des délits politiques. Enfin, pas de droit commun, mais des délits politiques. Toute crise se termine comme ça par une amnistie. Il faut qu'il y ait des avancées économiques. Autre chose que les 100 balles qu'on prend d'un côté qu'on met de l'autre. Des avancées économiques sur les taxes qui soient sensibles. L'avancée politique la plus fondamentale, c'est celle du RIC. Le RIC, c'est faire entrer la bergerie dans la cabane du loup des oligarques, la bergerie du pouvoir populaire dans la cabane du loup. Une fois qu'on a obtenu ça, au début ça sera déformé, ça sera n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ça, il faut vraiment être intransigeant là-dessus, avec d'autres choses, donc comme bien sûr la réforme des prix d'emploi des femmes. Alors l'appel, il est très bien, sauf qu'il est trop long, on appelle sur des cours, je propose d'enlever les paragraphes 1, 4 et 5. Et le reste, à améliorer. Merci. Donc, je m'appelle Olivier Delorme, je suis historien et écrivain de profession, et notamment j'ai beaucoup travaillé sur la Grèce, puisque j'ai écrit une histoire de la Grèce et des Balkans. Et donc je voudrais vous parler ici 2 minutes, je prendrai de moins que les 5 minutes imparties, de l'exemple grec. Parce que c'est exactement le contre-exemple que nous avons à dépasser. C'est-à-dire que les Grecs, en 2015, sont restés dans un clivage droite-gauche. Et ils ont mis toute leur lutte entre parenthèses en attendant l'alternance. Et en attendant l'arrivée de Syriza, qui était censée permettre la sortie de crise. Or, effectivement, on a bien vu que dans le cadre de l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, et elle ne peut pas être autrement, aucune alternance politique n'est possible. C'est-à-dire que la seule alternance qui est possible, c'est une alternance de tête, c'est une alternance de personnages destinés à mener la même politique, quel que soit le programme sur lequel cette force politique est élue. Donc la vraie leçon de l'expérience grecque, c'est qu'il n'y a pas d'alternance politique possible dans le cadre de l'Union européenne. Ce que d'ailleurs Juncker, que vous avez très aimablement appelé tout à l'heure le poivron bruxellois, ce qui lui va très bien, ce que d'ailleurs Juncker a dit exactement le lendemain de la victoire de Syriza, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternance contre les traités européens, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de démocratie contre les traités européens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les politiques économiques sont coulées dans le bronze des traités, la possibilité d'une alternance est annulée. Or donc, le recouvrement de la souveraineté est absolument indispensable si on veut ensuite recommencer à faire de la politique. Et je voudrais saluer votre intervention de tout à l'heure, mon ex-collègue professeur, je dis ex-collègue parce que j'ai démissionné moi de l'éducation nationale il y a quelques années, professeur d'histoire, c'est-à-dire qu'il faut mettre ce que nous aurons, ce sur quoi nous aurons à nous affronter après, parce que nous ne sommes pas forcément tous d'accord sur le même modèle de société à construire, il faut mettre ça entre parenthèses, le temps de récupérer la souveraineté.
Et ce que nous montre l'exemple grec, c'est qu'il faut justement trouver une solution politique, un débouché politique, comme disait Georges tout à l'heure, qui permette de transcender ce clivage droite-gauche, s'il existe encore, le temps de récupérer la souveraineté, afin ensuite de pouvoir refaire de la politique. Et donc, c'est vraiment là-dessus, je crois, et pour ma part, que je suis prêt à m'engager, et c'est vraiment cette perspective-là que couvrent les Gilets jaunes, et c'est en cela qu'il faut appuyer ce mouvement, c'est-à-dire le fait de dire et de redire qu'il n'y a pas d'alternance possible dans le cadre de l'Union européenne à l'heure actuelle. La deuxième chose que je voudrais vous dire, et j'en termine là, c'est qu'on a parlé de l'Italie ici et de l'intérêt que suscitent les Gilets jaunes en Italie. Je rentre de Grèce hier, puisque c'est un pays où je vis à peu près la moitié de l'année, où je vais vivre un peu plus. L'attente est incroyablement vive. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, je n'ai entendu parler que des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Grecs vous disent « Nous, on a été écrasés, ils ne pourront pas vous écraser de la même manière si vous vous révoltez. » Et donc, nous dire aujourd'hui que la souveraineté, c'est le repli nationaliste, c'est le repli sur des identités nationales qui seraient forcément belligènes, portant du conflit, de la guerre, du retrait, etc. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les peuples, et notamment les peuples du sud-est européen, qui ont été les plus écrasés par la construction européenne depuis 1990, il faut voir dans quel état sont aujourd'hui la Bulgarie ou la Roumanie. La Bulgarie est un pays vide, il n'y a plus que des retraités. Toutes les forces vives sont parties. La Grèce, depuis 2015, a perdu 500 000 jeunes formés, dont la formation a été payée par les contribuables grecs et qui vont créer de la valeur ajoutée ailleurs. Donc si vous voulez, l'espoir, il est extraordinairement vif que la France rompe ce cercle vicieux. Mon collègue a commencé tout à l'heure par une anecdote, je finis par une anecdote. J'étais la semaine dernière dans la taverne de mon village, village de 10 habitants, qui en comptait 20 il y a 10 ans. Les 10 autres sont partis, ou sont morts, faute de soins. Oui, faute de soins, faute d'accès aux soins. C'est-à-dire que quand on vous dit aujourd'hui la Grèce va mieux, c'est un énorme mensonge. Et donc, je parlais avec deux copains, un prof de gym et un prof d'économie. Ce prof d'économie était responsable Syriza pour la région du Dodécanèse et membre du comité central de Syriza jusqu'à sa démission après le référendum de 2015. Et depuis, il ne croit plus en rien. Il ne croit plus en la politique. Et donc, son copain lui disait « Oui, mais les Français... les Gilets jaunes, et oui, mais nous, on a eu les indignés, et regarde ce que ça a donné. » Et Dimitri, à côté, lui a dit « Oui, mais eux, c'est des Français, les révolutions, ils savent les faire. » Voilà, si vous voulez, ce que c'est que la France et ce que c'est que la souveraineté vue de l'extérieur. Merci. Après Françoise, Gwenaëlle se prépare. Bonjour, je m'appelle Françoise. Il y a encore 9 semaines, je n'étais presque plus avocat et je n'appartenais à aucune organisation politique ou syndicale. 9 semaines plus tard, je considère que j'appartiens aux Gilets jaunes, je le revendique profondément et je reprends du service en tant qu'avocat car je pense que le mouvement qui se passe aujourd'hui nécessite que ceux qui sont censés se préoccuper des libertés démocratiques fondamentales reprennent du service. Alors moi, en arrivant ici, je me suis posé très fort une question et j'étais un peu mal à l'aise. Je me suis dit, mais en définitive, pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes rassemblés ce samedi après-midi? Qu'est-ce qui nous unit?
Et puis j'ai entendu dire, nous sommes là pour aider les gilets jaunes. Je ne suis pas d'accord du tout. Nous sommes des gilets jaunes. Et les gilets jaunes, très sincèrement, n'ont pas besoin qu'on se présente comme aidant les gilets jaunes. Et puis au cours de la discussion, j'ai mieux compris. Et puis maintenant, j'ai l'appel qui semble me répondre à mes questions. Parce que cet appel ouvre une perspective, effectivement. Le collectif national pour la souveraineté et la justice sociale, ça me convient, à la condition qu'on soit capable de donner un écho considérable à ce collectif, parce que nous ne pouvons pas rester minoritaires, parce qu'effectivement, notre mouvement, mon mouvement des Gilets jaunes, il a besoin de pouvoir se rassembler extrêmement massivement sur les orientations qui sont aujourd'hui partagées avec eux et définies ici. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cet appel aux libertés publiques et aux droits démocratiques, il me convient dans l'absolu, mais je crois qu'il n'est pas à la mesure de la situation que nous vivons. Moi, je vous trouve optimiste. Personnellement, je vous le dis, j'ai peur. J'ai peur parce que quand le pouvoir ne peut plus gouverner comme avant et qu'il ne veut pas laisser le pouvoir, il est prêt à employer tout et il a les moyens. Et il a les moyens pour tirer, il a les moyens pour réprimer, il a les moyens pour tuer. Parce que la force d'État, c'est quelque chose que nous n'avons pas. Alors je ne sais pas si les RG sont dans cette salle. C'est vrai que sur certains ronds-points, en tout cas celui sur lequel j'étais la semaine dernière, on commence à parler du fait de se défendre. On commence à parler du fait de récupérer les armes de la dernière guerre ou des chasseurs ou des grands-parents. Ça, c'est une autre question. Mais je crois que le problème, il se pose en ces termes et qu'il ne faut pas l'évacuer. De même, je considère pour ma part que nous ne sommes plus en République. La France n'est plus un système républicain. Il faut le dire et il faut le revendiquer. Nous ne sommes plus en République. Alors, quand je lis les droits fondamentaux sont menacés au nom de l'ordre, c'est pas vrai, ils ne sont pas menacés, ils sont totalement bafoués. Les droits fondamentaux sont bafoués et ça va beaucoup plus loin que l'utilisation de l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence, on le savait, on l'a dit il y a déjà plus d'un an, l'état d'urgence, fondamentalement, il sert à quoi? Il sert à réprimer le peuple lorsque le peuple essaie de reprendre son destin en main, et ça, on y assiste. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que rien ne prévoyait dans l'état d'urgence que les magistrats ne respectent pas la loi. Aujourd'hui, lorsque vous êtes arrêté sur un rond-point, lorsque vous êtes fouillé, lorsque vous êtes placé en garde à vue, on ne vous permet pas d'exercer vos droits. On ne prévient pas la famille, on ne prévient pas les avocats, et on ne vous permet pas de bénéficier de ce que sont normalement les garanties fondamentales de la procédure pénale française. On est bien au-delà, nous ne sommes plus en République. L'article 49 terre, ça n'est plus la République. Les ordonnances, de mon point de vue, c'est la plus grande des violences sociales. Ils ont commencé, eux, à être violents. Et les ordonnances, pour moi, le gouvernement par ordonnance, c'est l'anti-République. Alors il faut peut-être le dire, il faut peut-être arrêter de ronronner en disant « nous voulons continuer à bénéficier des droits républicains ». La France n'est plus un système républicain. Alors je ne sais pas ce qu'il est, je ne crois pas qu'il soit une monarchie constitutionnelle, je ne suis pas suffisamment calé pour moi me permettre de définir ce qu'est la France aujourd'hui, mais la France n'est plus une république. La Marianne, elle n'a plus de raison d'être dans nos salles d'audience, la Marianne, elle n'a plus de raison d'être nulle part, Marianne, ils l'ont tuée. Et si aujourd'hui nous nous battons, c'est aussi, non pas pour ressusciter Marianne, mais c'est pour ressusciter le système républicain. Et je crois que nous devons poser très très fort la question de la Constitution, parce que la Constitution telle qu'elle a été élaborée ne permet pas un système républicain. Mais ça c'est dès le départ, je veux dire, c'est comme l'Europe qui ne permet pas que les peuples disposent de leur avenir et de leurs droits. Il y a aussi un sujet que j'aimerais voir traité pour ma part dans le collectif qui va naître, c'est la question des élections européennes. Parce qu'on commence à parler, ici et là, est-ce que les Gilets jaunes doivent présenter des listes aux élections européennes? J'en sais rien, je ne suis pas convaincue du tout. Non. Moi, personnellement, si ça commence à se poser la question, oui, mais faut pas. Moi, personnellement, je boycotte les élections, les européennes et les autres. Peut-être j'irai voter pour les communales, parce que ça me semble plus proche du peuple. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui les Gilets jaunes doivent présenter quoi que ce soit comme liste, parce que ce serait donner une crédibilité au système actuel que nous combattons. Alors ce que j'aimerais, c'est que nous remplacions les droits fondamentaux sont menacés au nom de l'ordre, par les droits fondamentaux sont définitivement bafoués. Non, je ne suis pas d'accord. Ils sont bafoués. Bon, ensuite, quand vous avez 5600 gardes à vue dans un pays, c'est qu'il n'y a plus du tout de liberté de manifestation. Aujourd'hui, la liberté de manifestation en France, elle a été définitive, enfin pas définitivement, en tout cas pour maintenant. Quand je dis définitivement, c'est pas dans le futur, c'est à ce jour. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de manifester en France. Et je ne sais pas si vous avez lu dans le Canard enchaîné hier ou avant-hier, il y a un projet de loi, qui est le projet de loi qui a été enfanté par un sénateur de droite, selon lequel on pourra vous arrêter et vous empêcher
d'aller plus loin et vous déférer si vous portez une écharpe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous très enrhumés pour avoir le droit de porter une écharpe, parce qu'une écharpe, c'est une présomption de manifestation. Et aujourd'hui, on veut vous arrêter sous prétexte qu'éventuellement, vous pouvez manifester. Bon, ça, ce sont des choses quand même qui nous démontrent qu'on est allé très très loin dans la destruction des libertés démocratiques, dans la destruction des libertés publiques. En ce qui me concerne, ce que j'aimerais faire, en tout cas m'y engager, c'est essayer, d'une part, de mettre en place, avec mes confrères bien sûr, un manuel à l'usage des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, ce n'est pas des voyous, les gilets jaunes, ce n'est pas des délinquants, les gilets jaunes, ils ne connaissent pas d'avocats, ils ne connaissent pas les lois qui régissent les gardes à vue et les procès. Donc je crois que ça, c'est une aide réelle à apporter, un manuel qui explique aux gilets jaunes quels sont leurs droits et comment ils peuvent les faire valoir. Et ensuite, je crois qu'il faut absolument... Une minute. Oui, et ensuite, je crois qu'il faut absolument essayer de saisir le défenseur des droits. Toulon, c'est quand même la meilleure, peu importe. Toulon est aujourd'hui absolument effrayé par ce qui se passe en France et que nous devons, en tout cas nous avocats, avec les professions qui sont censées se déployer autour de la question des libertés démocratiques, essayer de constituer nous aussi une force, pourquoi pas des robes jaunes dans l'avenir. Je crois qu'on serait très fiers de les porter. Alors donc je suis donc Gwenaëlle, une femme, mère de famille. Et donc, comme mère de famille, je suis rompue à l'écoute des notions fines qui passent dans les discours. En effet, nous nous occupons d'enfants, nous les voulons grandir et nous sommes en alerte sur les mauvais... Gwenaëlle, je m'excuse, juste une chose. Il y a des gens qui partent à... il y a une collecte éventuellement pour payer la salle à la porte. Ceux qui partent au fur et à mesure, comme il n'y a personne devant l'écharpe, on l'autogère. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas. Je vais l'autogérer, moi. Merci. Donc je disais, donc rompu à l'écoute des petits mots fins qui montrent les futurs dangers. Et donc, à l'écoute de vos interventions, c'est le travail que j'ai fait, l'écoute que j'ai faite, de façon à remonter le point de vue qui va suivre. Aussi, à part, autre élément à part, il y a beaucoup de femmes parmi les gilets jaunes et de mères de famille. Alors, on parle d'aider les gilets jaunes. Attention à la condescendance que ça peut supposer. On parle d'appeler des spécialistes sur la monnaie par exemple, pour donner le savoir aux journalistes. Par contre, il est dit aussi que les gilets jaunes ont une conscience qui est en train de monter. Donc, soyons clairs, c'est-à-dire s'agit-il d'aider la conscience des gilets jaunes à monter en puissance ou s'agit-il de descendre sur eux et de leur donner des expertises toutes cuites? Comment, par exemple, là, techniquement, aidons-nous à la montée en puissance des gilets jaunes? Important, le passé de chacun ne s'essentialise pas. La conscience est en hausse, oui, mais chaque personne, en fait, a son propre cheminement. Du point de vue de mère de famille, hein, ça grandit tous les jours. Et en particulier, ce jeune homme, l'un des premiers intervenants qui disait être de l'UPR, a suscité des rires dans la salle. Par contre, la chose importante qu'il a dite, et qui est très importante parce qu'elle décrit sa génération, et il a dit qu'il a été en recherche pendant toute son initiation politique et qu'il n'a pas voté, qu'il était tenté par le fait de ne pas voter. C'est ça qui était à entendre. Il n'y avait pas à se moquer de lui. Pareil, le témoignage de Daniel, qui disait que les personnes, effectivement, se rencontrant pour la première fois dans un contexte de gilets jaunes, et changent, t'as voté quoi, toi, premier tour, deuxième tour, et on rigole. Effectivement, c'est carnaval. Effectivement, les gilets jaunes, c'est le pouvoir se moque de moi, je me moque du pouvoir. Cette démocratie représentative s'est moquée de moi, je m'en moque, effectivement. Et dont les gilets jaunes à s'en moquer. Et moi, personnellement aussi, je ris de l'appellisme, de la façon de faire systématiquement des appels. Des appels qui vont aboutir à quoi? Satisfaire les personnes qui auront écrit ce texte? Donc, est-ce vraiment une action? Alors, à gauche, nous avons, parce qu'effectivement, la gauche existe, a une histoire, et nous avons surtout, quand nous n'avons pas
de projets de pouvoir à court terme, une grande capacité à nous diviser. Nous sommes quand même capables d'être un pays qui présente 2 candidats trotskistes aux élections présidentielles. Je ne sais pas s'il y a un autre pays qui le fait aussi. Voilà. Donc, diviser, nous savons faire. Par contre, les Gilets jaunes, eux, nous l'avons vu, effectivement cultivent la cohésion. Et ils ont bien raison. Parce qu'ils travaillent sur ce que Frédéric Lordon appellerait l'affect commun. Et donc en mettant en place la revendication, le RIC et la demande de plus de démocratie. On reconnaît ce qui fait est fait à la façon dont c'est contré par l'ennemi. Effectivement, Macron passe son temps à justement défaire cette cohérence et dire il y a des homophobes, il y a des d'extrême droite, etc. Diviser. Et alors, effectivement, on reconnaît le fait qu'on est dans le bon sens quand l'ennemi vous tape dessus. Et c'est-à-dire à propos du gouvernement italien. L'UE tape-t-elle vraiment sur le gouvernement italien ? Mon Italie à moi, en tous les cas, elle n'est pas au pouvoir. Mon Italie, c'est celle du référendum, des communs de l'OANAP, des coopératives d'achat. Ronel, il va falloir conclure parce qu'en plus on est avec l'Italie, donc vas-y. Vas-y, fais 30 secondes. Donc, je suis souverainiste, oui, mais je suis souverainiste pour ma France qui souffre d'illibéralisme, vous l'avez décrit. Je suis souverainiste aussi parce qu'on détruit les lycées pro. Les lycées pro, ce sont les enfants des Gilets jaunes qui y vont, et ça, on fera l'écologie avec ces gens-là. Je vais plus vite. Pour ma France, il faut effectivement retrouver la souveraineté. Stop le bracelet électronique que l'UE nous a mis. Nous avons besoin d'une période de convalescence pour reconstruire cette France. Et la France, la mienne, alors ça n'est pas celle de Baudin. On éteint les lumières. C'est celle, parce qu'il y a une souveraineté qui vient de Baudin. Et j'aimerais bien que les historiens qui sont ici explicitent quelle est la différence entre la souveraineté de Baudin et la souveraineté d'Altusius. Parce que moi, c'est pas celle de Baudin, c'est pas celle qui impose. C'est pas celle qui impose au peuple ce qu'il doit avoir pensé. C'est celle de la sécurité sociale. Celle où... Il faut y aller. D'accord, moi je continuerai tout à l'heure. Alors, donc moi je suis pour ma souveraineté, c'est la souveraineté de la France qui a fait la sécurité sociale avec effectivement une organisation qui s'appelle la CGT qui est aujourd'hui très abîmée par la CS. C'est celle du militaire qui retrouve le cadre du code du soldat avec le droit de conscience et qui incite les gendarmes à en faire de même. Donc écrivons cette France-là, mais un appel me semble pas suffisant pour aller dans la mesure où on n'explicite pas la différence entre les deux souverainetés. Donc, il est bien de s'apercevoir en effet que le mouvement des Gilets jaunes donne désormais là dans la situation qui est la nôtre. J'ai 2 remarques à ce propos. La première concernant la question gauche-droite. Chose très intéressante, c'est que ce qui pouvait être raconté de manière livresque, littéraire, dans des livres par des auteurs, philosophes ou éventuellement par des structures politiques, se révèle d'un seul coup dans la pratique un fait objectif. Ce fait objectif, évidemment, il est que ce n'est pas en fonction de nos appartenances, je dirais, idéologiques ou historiques, que les gens se déterminent, ils se déterminent par rapport à leur situation concrète. Et la situation concrète du peuple français est suffisamment alarmante pour qu'ils décident de se mobiliser les uns et les autres sans se poser la question de savoir d'où ils viennent, mais surtout quelle est leur cause commune, où ils vont, ensemble. Autrement dit, Marx avait déjà répondu à ça, en plus, pour les historiens, par rapport à la question du gauche-droite. Il disait, écoutez, ni à gauche ni à droite, tout droit. Je crois que les choses sont assez claires de ce point de vue. La deuxième observation que je peux faire sur les premiers enseignements engendrés par les Gilets jaunes, c'est qu'en effet, là aussi, on s'aperçoit bien, c'est devenu un fait objectif sur lequel on peut difficilement discuter et transiger, c'est que c'est dans les espaces nationaux que s'organisent les résistances véritables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bataille européenne un tant soit peu sérieuse qui existe. Il y a en revanche des mouvements de masse qui s'expriment dans leur souveraineté, celle qu'ils ont toujours connue, à savoir les espaces nationaux. Et je le dis à l'attention
de ceux qui escomptent des résultats mirifiques pour les élections européennes. Ces élections européennes ont démontré qu'elles étaient plus en situation d'exprimer, je dirais, la déshérence, ou en tout cas le désengagement massif de la population par rapport à toutes ces structures supranationales, et elles développent davantage des bureaucraties qui, en interne de chacune des formations politiques qui vont se présenter à ces élections, vont justifier leur émolument en parlant de ce qu'ils peuvent faire durant leur mandat, et donc d'une certaine manière, ils vont légitimer tout le transfert de souveraineté, et on le voit bien, y compris à travers des eurodéputés de ce qui s'appelait autrefois le Front de gauche, qui sont un peu les eurodéputés de la France insoumise pour certains. Donc ça, c'est la deuxième observation. Maintenant, une question qui se pose, à mon avis, dès lors qu'on s'intéresse à savoir pourquoi créer un collectif, c'est quel est notre apport. Autrement dit, Là, on a le son. Ça y est, c'est bon. Donc il te restera 1 minute pour conclure après, Serge. Nous y allons sur l'Italie. donc pour un collectif qui veut se créer, la question qui se pose, c'est quel serait son apport. Alors, quel serait l'apport, quel serait notre apport à l'égard du mouvement des Gilets jaunes? C'est ça la question, me semble-t-il, la plus importante. Et il me semble qu'aujourd'hui, un des éléments un peu mystères du mouvement des Gilets jaunes, c'est par quoi allons-nous remplacer la démission de Macron et la dissolution éventuelle de l'Assemblée nationale et des institutions qui ne nous présentent pas, par exemple le Sénat, etc. Autrement dit, quelles sont les propositions institutionnelles que nous pourrions faire? Il me semble que c'est là qu'il y a un vrai pan, je dirais, une terra un peu incognita. Alors, en la matière, il y a 2 éléments qui sont intervenus sur le champ de la discussion. Le premier, on en verra, à mon avis, une partie des fruits le 27 janvier avec l'Assemblée générale des assemblées à Commercy, dont je pense que vous avez entendu vraisemblablement parler, qui sont ces gens de Lorraine sur des ronds-points qui ont fait un appel à ce qu'il y ait une démocratie de base qui s'organise, en fin de compte des éléments de double pouvoir. Alors, en général, quand on parle des éléments de double pouvoir, on a l'idée de 1789, c'est-à-dire évidemment des cahiers de doléances, ensuite un phénomène de délégation, éventuellement des états généraux de la démocratie, et puis ensuite une constituante, c'est-à-dire des éléments d'élaboration d'une nouvelle constitution à partir de la base et de ce phénomène d'états généraux. Il faut dire qu'il y a un autre élément qui est rentré dans ce champ, qui est celui du RIC. Il faut savoir un petit peu en quoi ce RIC a effectivement un aspect opérationnel, quelle est sa fonctionnalité, etc. Il me semble que là-dessus, on doit vraiment réfléchir et pas seulement se satisfaire des grandes envolées lyriques des réseaux sociaux. Voilà, il me semble que voilà, c'est ce vers quoi on devrait un petit peu réfléchir. Est-ce que c'est contradictoire? Pas nécessairement. La question, c'est comment les articuler. Ok, Serge. Merci.